Je ne ferai dans ce film aucune concession au public. Plusieurs excellentes raisons justifient à mes yeux une telle conduite, et je vais les dire. Tout d'abord, il est assez notoire que je n'ai nulle part fait de concession aux idées dominantes de mon époque, ni à aucun des pouvoirs existants. Par ailleurs, quelle que soit l'époque, rien d'important ne s'est communiqué en ménageant un public, fût-il composé des contemporains de Périclès. Et dans le miroir glacé de l'écran, les spectateurs ne voient présentement rien qui évoque les citoyens respectables d'une démocratie. Voilà bien l'essentiel. Ce public si parfaitement privé de liberté et qui a tout supporté mérite moins que tout autre d'être ménagé. Les manipulateurs de la publicité, avec le cynisme traditionnel de ceux qui savent que les gens sont portés à justifier les affronts dont ils ne se vengent pas, lui annoncent aujourd'hui tranquillement que, quand on aime la vie, on va au cinéma. Mais cette vie et ce cinéma sont également peu de choses, et c'est par là qu'ils sont effectivement échangeables avec indifférence. Le public du cinéma, qui n'a jamais été très bourgeois et qui n'est presque plus populaire, est désormais presque entièrement recruté dans une seule couche sociale, du reste devenue large. Celle des petits agents spécialisés dans les divers emplois de ces services dont le système productif actuel a si impérieusement besoin. Gestion, contrôle, entretien, recherche, enseignement, propagande, amusement et pseudo-critique. C'est là suffisamment dire ce qu'ils sont. Il faut compter aussi, bien sûr, dans ce public qui va encore au cinéma, la même espèce quand, plus jeune, elle n'en est qu'au stade d'un apprentissage sommaire de ses diverses tâches d'encadrement. Au réalisme et aux accomplissements de ce fameux système, on peut déjà connaître les capacités personnelles des exécutants qu'il a formés. Et en effet, ceux-ci se trompent sur tout et ne peuvent que déraisonner sur des mensonges. Ce sont des salariés pauvres qui se croient des propriétaires, des ignorants mystifiés qui se croient instruits et des morts qui croient voter. Comme le mode de production les a durement traités, de progrès en promotion, ils ont perdu le peu qu'ils avaient et gagné ce dont personne ne voulait. Ils collectionnent les misères et les humiliations de tous les systèmes d'exploitation du passé. Ils n'en ignorent que la révolte. Ils ressemblent beaucoup aux esclaves, parce qu'ils sont parqués en masse et à l'étroit dans de mauvaises bâtisses malsaines et lugubres. Mal nourris d'une alimentation polluée et sans goût, mal soignés dans leurs maladies toujours renouvelées, continuellement et mesquinement surveillés, entretenus dans l'analphabétisme modernisé et les superstitions spectaculaires qui correspondent aux intérêts de leurs maîtres. Ils sont transplantés loin de leur province ou de leur quartier, dans un paysage nouveau et hostile, suivant les convenances concentrationnaires de l'industrie présente. Ils ne sont que des chiffres dans des graphiques que dressent des imbéciles. Ils meurent par séries sur les routes à chaque épidémie de grippe, à chaque vague de chaleur, à chaque erreur de ceux qui falsifient leurs aliments, à chaque innovation technique profitable aux multiples entrepreneurs d'un décor dont ils essuient les plâtres. Leurs éprouvantes conditions d'existence entraînent leur dégénérescence physique, intellectuelle, mentale. On leur parle toujours comme à des enfants obéissants à qui il suffit de dire « il faut » et ils veulent bien le croire. Mais surtout, on les traite comme des enfants stupides, devant qui bafouillent et délirent des dizaines de spécialisations paternalistes, improvisées de la veille, leur faisant admettre n'importe quoi en le leur disant n'importe comment, et aussi bien le contraire le lendemain. Séparés entre eux par la perte générale de tout langage adéquat aux faits,
perte qui leur interdit le moindre dialogue, séparés par leur incessante concurrence, toujours pressés par le fouet, dans la consommation ostentatoire du néant, et donc séparés par l'envie la moins fondée et la moins capable de trouver quelque satisfaction, ils sont même séparés de leurs propres enfants, naguère encore la seule propriété de ceux qui n'ont rien. On leur enlève en bas âge le contrôle de ces enfants, déjà leurs rivaux, qui n'écoutent plus du tout les opinions informes de leurs parents et sourient de leur échec flagrant, méprisent non sans raison leur origine et se sentent bien davantage les fils du spectacle régnant que de ceux de ces domestiques qui les ont par hasard engendrés. Ils se rêvent les métis de ces nègres-là. Derrière la façade du ravissement simulé, dans ces couples comme entre eux et leur progéniture, on n'échange que des regards de haine. Cependant, ces travailleurs privilégiés de la société marchande accomplie ne ressemblent pas aux esclaves en ce sens qu'ils doivent pourvoir eux-mêmes à leur entretien. Leur statut peut être plutôt comparé aux servages parce qu'ils sont exclusivement attachés à une entreprise et à sa bonne marche, quoique sans réciprocité en leur faveur, et surtout parce qu'ils sont étroitement astreints à résider dans un espace unique, le même circuit des domiciles, bureaux, autoroutes, vacances et aéroports toujours identiques. Mais ils ressemblent aussi aux prolétaires modernes par l'insécurité de leurs ressources, qui est en contradiction avec la routine programmée de leurs dépenses, et par le fait qu'il leur faut se louer sur un marché libre sans rien posséder de leurs instruments de travail, par le fait qu'ils ont besoin d'argent. Il leur faut acheter des marchandises et l'on a fait en sorte qu'ils ne puissent garder de contact avec rien qui ne soit une marchandise. Mais où pourtant leur situation économique s'apparente plus précisément au système particulier du péonnage, c'est en ceci que cet argent autour duquel tourne toute leur activité, on ne leur en laisse même plus le maniement momentané. Ils ne peuvent évidemment que le dépenser, le recevant en trop petite quantité pour l'accumuler. Mais ils se voient en fin de compte obligés de consommer à crédit, et l'on retient sur leur salaire le crédit qui leur est consenti, dont ils auront à se libérer en travaillant encore. Comme toute l'organisation de la distribution des biens est liée à celle de la production et de l'État, on rogne sans gêne sur toutes leurs rations, de nourriture comme d'espace, en quantité et en qualité. Quoique restant formellement des travailleurs et des consommateurs libres, ils ne peuvent s'adresser ailleurs, car c'est partout que l'on se moque d'eux. Je ne tomberai pas dans l'erreur simplificatrice d'identifier entièrement la condition de ces salariés du premier rang à des formes antérieures d'oppression socio-économique. Tout d'abord parce que, si l'on met de côté leur surplus de fausse conscience et leur participation double ou triple à l'achat des pacotilles désolantes qui recouvrent la presque totalité du marché, on voit bien qu'ils ne font que partager la triste vie de la grande masse des salariés d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs dans l'intention naïve de faire perdre de vue cette enrageante trivialité que beaucoup assurent qu'ils se sentent gênés de vivre parmi les délices alors que le dénuement accable des peuples lointains. Une autre raison de ne pas les confondre avec les malheureux du passé, c'est que leur statut spécifique comporte en lui-même des traits indiscutablement modernes. Pour la première fois dans l'histoire, voilà des agents économiques hautement spécialisés qui, en dehors de leur travail, doivent faire tout eux-mêmes. Ils conduisent eux-mêmes leur voiture et commencent à pomper eux-mêmes leur essence, ils font eux-mêmes leurs achats, ou ce qu'ils appellent de la cuisine, ils se servent eux-mêmes dans les supermarchés comme dans ce qui a remplacé les wagons-restaurants. Sans doute leur qualification très indirectement productive a-t-elle été vite acquise. Mais ensuite, quand ils ont fourni leur quotient horaire de ce travail spécialisé, il leur faut faire de leurs mains tout le reste.
Notre époque n'en est pas encore venue à dépasser la famille, l'argent, la division du travail. Et pourtant, on peut dire que pour ceux-là déjà, la réalité effective s'en est presque entièrement dissoute dans la simple dépossession. Ceux qui n'avaient jamais eu de proie l'ont lâché pour l'ombre. Le caractère illusoire des richesses que prétend distribuer la société actuelle, s'il n'avait pas été reconnu en toutes les autres matières, serait suffisamment démontré par cette seule observation que c'est la première fois qu'un système de tyrannie entretient aussi mal ses familiers, ses experts, ses bouffons. Serviteurs surmenés du vide, le vide les gratifie en monnaie à son effigie. Autrement dit, c'est la première fois que des pauvres croient faire partie d'une élite économique malgré l'évidence contraire. Non seulement ils travaillent, ces malheureux spectateurs, mais personne ne travaille pour eux, et moins que personne les gens qu'ils payent. Car leurs fournisseurs même se considèrent plutôt comme leurs contremaîtres, jugeant s'ils sont venus assez vaillamment au ramassage des ersatz qu'ils ont le devoir d'acheter. Rien ne saurait cacher l'usure véloce qui est intégrée dès la source, non seulement pour chaque objet matériel, mais jusque sur le plan juridique dans leurs rares propriétés. De même qu'ils n'ont pas reçu d'héritage, ils n'en laisseront pas. Le public du cinéma ayant donc avant tout à penser à des vérités si rudes, et qui le touchent de si près, et qui lui sont si généralement cachées, on ne peut nier qu'un film qui, pour une fois, lui rend cet âpre service de lui révéler que son mal n'est pas si mystérieux qu'il le croit, et qu'il n'est peut-être même pas incurable pour peu que nous parvenions un jour à l'abolition des classes et de l'État, on ne peut nier, dis-je, qu'un tel film n'ait en ceci au moins un mérite. Il n'en aura pas d'autre. En effet, ce public qui veut partout se montrer connaisseur et qui en tout justifie ce qu'il a subi, qui accepte de voir changer toujours en plus répugnant le pain qu'il mange et l'air qu'il respire, aussi bien que ses viandes ou ses maisons, ne renacle au changement que lorsqu'il s'agit du cinéma dont il a l'habitude. Et apparemment, c'est la seule de ses habitudes qui ait été respectée. Il n'y a peut-être eu que moi pour l'offenser depuis longtemps sur ce point. Car tout le reste, même modernisé parfois jusqu'à s'inspirer des débats mis au goût du jour par la presse, postule l'innocence d'un tel public et lui montre, selon la coutume fondamentale du cinéma, ce qui se passe au loin. Différentes sortes de vedettes qui ont vécu à sa place et qu'il contemplera par le trou de la serrure d'une familiarité canaille. Vous retrouverez l'homme qui entra dans la légende par ses actes téméraires en faveur des opprimés. La flèche noire de Robin des Bois est l'histoire d'un homme sans peur qui n'hésite pas à lutter seul contre un tyran. Non, allez-vous-en, sortez tous! Robin des Bois est fini. Mort. Non, Robin des Bois est plus vivant que jamais et il vous enthousiasmera par son incomparable audace. Le cinéma dont je parle ici est cette imitation insensée d'une vie insensée, une représentation ingénieuse à ne rien dire, habile à tromper une heure l'ennui par le reflet du même ennui. Cette lâche imitation qui est la dupe du présent et le faux témoin de l'avenir, qui, par beaucoup de fictions et de grands spectacles, ne fait que se consumer inutilement en amassant des images que le temps emporte. Quel respect d'enfant pour des images! Il va bien à cette plèbe des vanités, toujours enthousiaste et toujours déçue, sans goût parce qu'elle n'a eu de rien une expérience heureuse, et qui ne reconnaît rien de ses expériences malheureuses parce qu'elle est sans goût et sans courage, au point qu'aucune sorte d'imposture, générale ou particulière, n'a jamais pu lasser sa crédulité intéressée. Et croirait-on, après tout ce que chacun a pu voir, qu'il existe encore, parmi les spectateurs spécialisés qui font la leçon aux autres, des tarés capables de soutenir
qu'une vérité énoncée au cinéma, si elle n'est pas prouvée par des images, aurait quelque chose de dogmatique. D'ailleurs, la domesticité intellectuelle de cette saison appelle envieusement discours du maître ce qui décrit sa servitude. Quant aux dogmes ridicules de ses patrons, elle s'y identifie si pleinement qu'elle ne les connaît pas. Que faudrait-il prouver par des images? Rien n'est jamais prouvé que par le mouvement réel qui dissout les conditions existantes, c'est-à-dire l'organisation des rapports de production d'une époque et les formes de fausses consciences qui ont grandi sur cette base. On n'a jamais vu d'erreur s'écrouler faute d'une bonne image. Celui qui croit que les capitalistes sont bien armés pour gérer toujours plus rationnellement l'expansion de son bonheur et les plaisirs variés de son pouvoir d'achat reconnaîtra ici des têtes capables d'hommes d'État. Et celui qui croit que les bureaucrates staliniens constituent le parti du prolétariat verra là de belles têtes d'ouvriers. Les images existantes ne prouvent que les mensonges existants. Les anecdotes représentées sont les pierres dont était bâti tout l'édifice du cinéma. On n'y retrouve rien d'autre que les vieux personnages du théâtre, mais sur une scène plus spacieuse et plus mobile, ou du roman, mais dans des vêtements et environnements plus directement sensibles. C'est une société et non une technique qui a fait le cinéma ainsi. Il aurait pu être examen historique, théorie, essai, mémoire. Il aurait pu être le film que je fais en ce moment. Voici par exemple un film où je ne dis que des vérités sur des images qui toutes sont insignifiantes ou fausses. Un film qui méprise cette poussière d'images qui le compose. Je ne veux rien conserver du langage de cet art périmé. Sinon peut-être le contre-champ du seul monde qu'il a regardé et un travelling sur les idées passagères d'un temps. Oui, je me flatte de faire un film avec n'importe quoi, et je trouve plaisant que s'en plaignent ceux qui ont laissé faire de toute leur vie n'importe quoi. J'ai mérité la haine universelle de la société de mon temps, et j'aurais été fâché d'avoir d'autres mérites aux yeux d'une telle société. Mais j'ai observé que c'est encore dans le cinéma que j'ai soulevé l'indignation la plus parfaite et la plus unanime. On a même poussé le dégoût jusqu'à m'y piller beaucoup moins souvent qu'ailleurs, jusqu'ici en tout cas. Mon existence même y reste une hypothèse généralement réfutée. Je me vois donc placé au-dessus de toutes les lois du genre. Aussi, comme le disait Swift, ce n'est pas une mince satisfaction pour moi que de présenter un ouvrage absolument au-dessus de toute critique. Pour justifier aussi peu que ce soit l'ignominie complète de ce que cette époque aura écrit ou filmé, il faudrait un jour pouvoir prétendre qu'il n'y a eu littéralement rien d'autre, et par là même que rien d'autre, on ne sait trop pourquoi, n'était possible. Eh bien, cette excuse embarrassée, à moi seul, je suffirais à l'anéantir par l'exemple. Et comme je n'aurais eu besoin d'y consacrer que fort peu de temps et de peine, rien ne m'a paru devoir me faire renoncer à une telle satisfaction. Il n'est pas si naturel qu'on voudrait bien le croire aujourd'hui d'attendre de n'importe qui, parmi ceux dont le métier est d'avoir la parole dans les conditions présentes, qu'il apporte ici ou là des nouveautés révolutionnaires. Une telle capacité n'appartient évidemment qu'à celui qui a rencontré partout l'hostilité et la persécution, et non point les crédits de l'État.
Et même, plus profondément, quelle que soit la complicité générale pour faire le silence là-dessus, on peut affirmer avec certitude qu'aucune réelle contestation ne saurait être portée par des individus qui, en l'exhibant, sont devenus quelque peu plus élevés socialement qu'ils ne l'auraient été en s'en abstenant. Tout cela ne fait qu'imiter l'exemple bien connu de ce florissant personnel syndical et politique toujours prêt à prolonger d'un millénaire la plainte du prolétaire, à seule fin de lui conserver un défenseur. Pour ma part, si j'ai pu être si déplorable dans le cinéma, c'est parce que j'ai été grandement plus criminel ailleurs. De prime abord, j'ai trouvé bon de m'adonner au renversement de la société, et j'ai agi en conséquence. J'ai pris ce parti dans un moment où presque tous croyaient que l'infamie existante, dans sa version bourgeoise ou dans sa version bureaucratique, avait le plus bel avenir. Et depuis lors, je n'ai pas, comme les autres, changé d'avis une ou plusieurs fois avec le changement des temps. Ce sont plutôt les temps qui ont changé selon mes avis. Il y a là de quoi déplaire aux contemporains. Ainsi donc, au lieu d'ajouter un film à des milliers de films quelconques, je préfère exposer ici pourquoi je ne ferai rien de tel. Ceci revient à remplacer les aventures futiles que compte le cinéma par l'examen d'un sujet important, moi-même. Mais avant de mourir, pourrais-je savoir qui vous êtes? On m'avait parfois reproché, mais à tort je crois, de faire des films difficiles. Je vais pour finir en faire un. À qui se fâche de ne pas comprendre toutes les allusions, ou qui même s'avoue incapable de distinguer nettement mes intentions, je répondrai seulement qu'il doit se désoler de son inculture et de sa stérilité, et non de mes façons. Il a perdu son temps à l'université où se revendent à la sauvette des petits stocks de connaissances abîmées. À considérer l'histoire de ma vie, je vois bien clairement que je ne peux pas faire ce que l'on appelle une œuvre cinématographique. Et je crois pouvoir en convaincre aisément n'importe qui, tant par le fond que par la forme de ce discours. Il me faut d'abord repousser la plus fausse des légendes, selon laquelle je serais une sorte de théoricien des révolutions. Ils ont l'air de croire à présent, les petits hommes, que j'ai pris les choses par la théorie, que je suis un constructeur de théorie, savante architecture qu'il n'y aurait plus qu'à aller habiter du moment qu'on en connaît l'adresse, et dont on pourrait même modifier un peu une ou deux bases, 10 ans plus tard et en déplaçant 3 feuilles de papier, pour atteindre à la perfection définitive de la théorie qui opérerait leur salut. Mais les théories ne sont faites que pour mourir dans la guerre du temps. Ce sont des unités plus ou moins fortes qu'il faut engager au juste moment dans le combat et, quels que soient leurs mérites ou leurs insuffisances, on ne peut assurément employer que celles qui sont là en temps utile. De même que les théories doivent être remplacées parce que leurs victoires décisives, plus encore que leurs défaites partielles, produisent leur usure. De même, aucune époque vivante n'est partie d'une théorie. C'était d'abord un jeu, un conflit, un voyage. On peut dire de la Révolution aussi ce que Jomini a dit de la guerre, qu'elle n'est point une science positive et dogmatique, mais un art soumis à quelques principes généraux, et plus que cela encore, un drame passionné. Quelles sont nos passions et où nous ont-elles menés? Les hommes, le plus souvent, sont si portés à obéir à d'impérieuses routines que,
Lors même qu'il se propose de révolutionner la vie de fond en comble, de faire table rase et de tout changer, ils ne trouvent pas pour autant anormal de suivre la filière des études qui leur sont accessibles, et puis ensuite d'occuper quelques fonctions ou de s'adonner à divers travaux rémunérés qui sont au niveau de leurs compétences ou même un peu au-delà. Voilà pourquoi ceux qui nous exposent diverses pensées sur les révolutions s'abstiennent ordinairement de nous faire savoir comment ils ont vécu. Mais moi, n'ayant pas ressemblé à tous ceux-là, je pourrais seulement dire à mon tour les dames, les cavaliers, les armes, les amours, les conversations et les audacieuses entreprises d'une époque singulière. D'autres sont capables d'orienter et de mesurer le cours de leur passé selon leur élévation dans une carrière, l'acquisition de diverses sortes de biens, ou parfois l'accumulation d'ouvrages scientifiques ou esthétiques qui répondaient à une demande sociale. Ayant ignoré toute détermination de cette sorte, je ne revois, dans le passage de ce temps désordonné, que les éléments qui l'ont effectivement constitué pour moi, ou bien les mots et les figures qui leur ressemblent. Ce sont des jours et des nuits, des villes et des vivants, et au fond de tout cela, une incessante guerre. J'ai passé mon temps dans quelques pays de l'Europe, et c'est au milieu du siècle, quand j'avais 19 ans, que j'ai commencé à mener une vie pleinement indépendante. Et tout de suite, je me suis trouvé comme chez moi dans la plus malfamée des compagnies. C'était à Paris, une ville qui était alors si belle que bien des gens ont préféré y être pauvres plutôt que riches n'importe où ailleurs. Qui pourrait, à présent qu'il n'en reste rien, comprendre cela, hormis ceux qui se souviennent de cette gloire? Qui d'autre pourrait savoir les fatigues et les plaisirs que nous avons connus dans ces lieux où tout est devenu si mauvais? Ici fut la demeure antique du roi de Hou. L'herbe fleurit en paix sur ses ruines. Là, ce profond palais des Tsines, somptueux jadis et redouté. Tout cela est à jamais fini. Tout s'écoule à la fois, les événements et les hommes, comme ces flots incessants du Yangtze-Kiang qui vont se perdre dans la mer. Paris, alors, dans les limites de ses 20 arrondissements, ne dormait jamais tout entier et permettait à la débauche de changer 3 fois de quartier dans chaque nuit. On n'en avait pas encore chassé et dispersé les habitants. Il y restait un peuple qui avait 10 fois barricadé ses rues et mis en fuite des rois. C'était un peuple qui ne se payait pas d'image.
On n'aurait pas osé, quand il vivait dans sa ville, lui faire manger ou lui faire boire ce que la chimie de substitution n'avait pas encore osé inventer. Les maisons n'étaient pas désertes dans le centre ou revendues à des spectateurs de cinéma qui sont nés ailleurs, sous d'autres poutres apparentes. La marchandise moderne n'était pas encore venue nous montrer tout ce que l'on peut faire d'une rue. Personne, à cause des urbanistes, n'était obligé d'aller dormir au loin. On n'avait pas encore vu, par la faute du gouvernement, le ciel s'obscurcir et le beau temps disparaître, et la fausse brume de la pollution couvrir en permanence la circulation mécanique des choses dans cette vallée de la désolation. Les arbres n'étaient pas morts étouffés, et les étoiles n'étaient pas éteintes par le progrès de l'aliénation. Les menteurs étaient comme toujours au pouvoir, mais le développement économique ne leur avait pas encore donné les moyens de mentir sur tous les sujets, ni de confirmer leurs mensonges en falsifiant le contenu effectif de toute la production. On aurait été aussi étonné alors de trouver imprimés ou construits dans Paris tous ces livres rédigés depuis en béton et en amiante, et tous ces bâtiments maçonnés en place-sophisme, qu'on le serait aujourd'hui si l'on voyait ressurgir un Donatello ou un Thucydide. Musil, dans L'homme sans qualité, note qu'il est des activités intellectuelles où ce ne sont pas les gros livres, mais les petits traités qui font la fierté d'un homme. Si quelqu'un venait à découvrir, par exemple, que les pierres, dans certaines circonstances restées jusqu'alors inobservées, peuvent parler, il ne lui faudrait que peu de pages pour décrire et expliquer un phénomène aussi révolutionnaire. Je me bornerai donc à peu de mots pour annoncer que, quoi que d'autres veuillent en dire, Paris n'existe plus. La destruction de Paris n'est qu'une illustration exemplaire de la mortelle maladie qui emporte en ce moment toutes les grandes villes, et cette maladie n'est elle-même qu'un des nombreux symptômes de la décadence matérielle d'une société. Mais Paris avait plus à perdre qu'aucune autre. C'est une grande chance que d'avoir été jeune dans cette ville quand, pour la dernière fois, elle a brillé d'un feu si intense. Il y avait alors sur la rive gauche du fleuve, on ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve, ni toucher deux fois une substance périssable dans le même état, un quartier où le négatif tenait sa cour. Il est banal de remarquer que, même dans les périodes agitées par de grands changements, les esprits les plus novateurs se défont difficilement de beaucoup de conceptions antérieures devenues incohérentes, et en conservent au moins quelques-unes, parce qu'il serait impossible de repousser globalement comme fausses et sans valeur des affirmations universellement admises. Il faut pourtant ajouter, quand on connaît par la pratique ce genre d'affaires, que de telles difficultés cessent d'encombrer dès le moment où un groupe humain commence à fonder son existence réelle sur le refus délibéré de ce qui est universellement admis et sur le mépris complet de ce qui pourra en advenir. Ceux qui s'étaient assemblés là paraissaient avoir pris pour seul principe d'action, d'entrée de jeu et publiquement, le secret que le vieux de la montagne ne transmit, dit-on, qu'à son heure dernière, au plus fidèle lieutenant de ses fanatiques. Rien n'est vrai, tout est permis. Dans le présent, ils n'accordaient aucune sorte d'importance à ceux qui n'étaient pas parmi eux, et je pense qu'ils avaient raison. Et dans le passé, si quelqu'un éveillait leur sympathie, c'était Arthur Cravant, déserteur de 17 nations, ou peut-être aussi Lacenaire, bandit lettré. Il faut de tout pour faire un monde, ou pour le défaire. Amusant. Ce n'est qu'un mot, mais amusant. Très amusant. Vraiment.
Dans ce site, l'extrémisme s'était proclamé indépendant de toute cause particulière et s'était superbement affranchi de tout projet. Une société déjà vacillante, mais qui l'ignorait encore parce que partout ailleurs les vieilles règles étaient encore respectées, avait laissé pour un instant le champ libre à ce qui est le plus souvent refoulé et qui pourtant a toujours existé. L'intraitable pègre, le sel de la terre, des gens bien sincèrement prêts à mettre le feu au monde pour qu'il ait plus d'éclat. Article 488. La majorité est fixée à 21 ans accomplis. À cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile. Une science des situations est à faire qui empruntera des éléments à la psychologie, aux statistiques, à l'urbanisme et à la morale. Ces éléments devront concourir à un but absolument nouveau, une création consciente des situations. Mais on ne parle pas de ça dans ce film. L'ordre règne et ne gouverne pas. Le démon des armes, vous vous souvenez, c'est cela. Personne ne nous suffisait. Tout de même, la grêle sur les bannières de verre, on s'en souviendra de cette planète. Article 489. Le majeur, qui est dans un état habituel d'imbécilité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. Après toutes les réponses à contre-temps et la jeunesse qui se fait vieille, la nuit retombe de bien haut. Nous vivons en enfants perdus nos aventures incomplètes. Un film que je fis à ce moment, et qui évidemment suscita la colère des esthètes les plus avancés, était d'un bout à l'autre comme ce qui précède. Et ces pauvres phrases étaient prononcées sur un écran entièrement blanc, mais entouré de fort longues séquences noires où rien n'était dit. Certains sans doute voudraient croire que l'expérience a pu m'enrichir en talents ou en bonne volonté. Serait-ce donc l'expérience d'une amélioration de ce que je refusais alors? Ne me faites pas rire. Pourquoi celui qui, étant jeune, a voulu être si insupportable dans le cinéma, s'avérerait-il plus intéressant étant plus âgé? Tout ce qui a été si mauvais ne peut jamais être vraiment meilleur. On a beau dire, il a vieilli, il a changé, il est aussi resté le même. Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société. Et vous avez tué beaucoup de monde ces temps-ci, Pierre-François? Non, mon ange. Voyez, aucune trace de sang. Seulement quelques taches d'encre. Mais rassurez-vous, Garand, je prépare quelque chose d'extraordinaire. Quand j'étais enfant, j'étais déjà plus lucide, plus intelligent que les autres. Ils ne l'ont pas pardonné. Belle jeunesse, vraiment. Mais quelle prodigieuse destinée. Je n'ai pas de vanité. Je n'ai que de l'orgueil. Et je suis sûr de moi. Absolument sûr. Petit voleur par nécessité, assassin par vocation, ma route est toute tracée, mon chemin est tout droit. Et je marcherai la tête haute. Jusqu'à ce qu'elle tombe dans le panier, naturellement. D'ailleurs, mon père me l'a si souvent dit. Pierre-François, vous finirez sur l'échafaud. Vous avez raison, Pierre-François. Faut toujours écouter ses parents. Dans ce lieu qui fut la brève capitale de la perturbation, s'il est vrai que la population choisie comptait un certain nombre de voleurs et occasionnellement de meurtriers, l'existence de tous était principalement caractérisée par une prodigieuse inactivité. Et entre tant de crimes et délits que les autorités y dénoncèrent, c'est cela qui fut ressenti comme le plus menaçant. C'est du Hugo ou c'est de Closier? Qu'est-ce que t'en dis, l'artiste? Il dit rien. C'est un sage. Ou jamais rien. Avez-vous rêvé de ça? Avez-vous rêvé de chien? Avez-vous vu nos troubles? Là, l'explication de tous vos rêves, un volume broché avec les figures.
Salut, patron. Bonjour. Lassner est pas loin avec sa fine équipe. J'étais prévenu. C'était le labyrinthe le mieux fait pour retenir les voyageurs. Ceux qui s'y arrêtèrent 2 jours n'en repartirent plus, ou du moins pas tant qu'il exista. Mais la plupart y ont vu venir d'abord la fin de leurs années peu nombreuses. Personne ne quittait ces quelques rues et ces quelques tables où le point culminant du temps avait été découvert. En somme, si je comprends bien, tous autant que vous êtes des philosophes. Pourquoi pas? Elle est gaie, elle est jolie, elle est propre, la philosophie. Alors, monsieur Lassner, si ça t'amuse. Tous s'admiraient d'avoir soutenu un défi si magnifiquement désastreux. Et de fait, je crois bien qu'aucun de ceux qui sont passés par là n'a jamais acquis la moindre réputation honnête dans le monde. Alors, mes carreaux. Voyons, patron. On ne peut plus s'amuser. Au rouge-gorge. Bon, monsieur Lassner, ce que j'en disais. Chacun buvait quotidiennement plus de verres qu'un syndicat ne dit de mensonges pendant toute la durée d'une grève sauvage. Des bandes de policiers dont les marches soudaines étaient éclairées par un grand nombre d'indicateurs ne cessaient de lancer des incursions sous tous les prétextes, mais le plus souvent dans l'intention de saisir des drogues et les filles qui n'avaient pas 18 ans. Comment ne me serais-je pas souvenu des charmants voyous et des filles orgueilleuses avec qui j'ai habité ces bas-fonds, lorsque, plus tard, j'ai entendu une chanson que chantent les prisonniers en Italie. Tout le temps avait passé comme nos nuits d'alors, sans renoncer à rien. C'est là que sont les petites filles qui te donnent tout. D'abord le bonsoir et puis la main. Dans la rue Filangière, il y a une cloche. À chaque fois qu'elle sonne, c'est une condamnation. La plus belle jeunesse meurt en prison. Quoique méprisant toutes les illusions idéologiques et assez indifférent à ce qui viendrait plus tard leur donner raison, ces réprouvés n'avaient pas dédaigné d'annoncer au dehors ce qui allait suivre. Achever l'art, aller dire en pleine cathédrale que Dieu était mort, entreprendre de faire sauter la tour Eiffel, tels furent les petits scandales auxquels se livrèrent sporadiquement ceux dont la manière de vivre fut en permanence un si grand scandale. Ils s'interrogeaient aussi sur l'échec de quelques révolutions. Ils se demandaient si le prolétariat existe vraiment et, dans ce cas, ce qu'il pourrait bien être. Les uns croient qu'ils pensent à nous, d'autres qu'ils nous pensent, d'autres qu'ils d'ordre que nous sommes son rêve, son mauvais rêve. Quand je parle de ces gens, j'ai l'air peut-être d'en sourire, mais il ne faut pas le croire. J'ai bu leur vin, je leur suis fidèle. Et je ne crois pas être devenu par la suite, en quoi que ce soit, mieux que ce qu'ils étaient eux-mêmes dans ce temps-là. Considérant les grandes forces de l'habitude et de la loi qui pesaient sans cesse sur nous pour nous disperser, personne n'était sûr d'être encore là quand finirait la semaine. Et là était tout ce que nous aimerions jamais. Le temps brûlait plus fort qu'ailleurs et manquerait. On sentait trembler la terre. Bientôt nous passerons sur la terre ferme et alors nous pourrons nous voir un peu plus. Le suicide en emportait beaucoup, la boisson et le diable ont expédié les autres, comme le dit aussi une chanson. À la moitié du chemin de la vraie vie, nous étions environnés d'une sombre mélancolie, qu'ont exprimé tant de mots railleurs et tristes dans le café de la jeunesse perdue. Pour parler clairement et sans parabole, nous sommes les pièces d'un jeu que joue le ciel. On s'amuse avec nous sur l'échiquier de l'être,
et puis nous retournons un par un dans la boîte du néant. Que de fois dans les âges, ce drame sublime que nous créons sera joué en des langues inconnues devant des peuples qui ne sont pas encore. Qu'est-ce que l'écriture, la gardienne de l'histoire? Qu'est-ce que l'homme, l'esclave de la mort, un voyageur qui passe, l'hôte d'un seul lieu? Qu'est-ce que l'amitié, l'égalité des amis? Bernard, que prétends-tu dans le monde? Y vois-tu quelque chose qui te satisfasse? Elle fuit comme un fantôme qui, nous ayant donné quelque espèce de contentement, pendant qu'il demeurait avec nous, ne nous laisse en nous quittant que du trouble. Bernard, Bernard, disait-il, cette verte jeunesse ne durera pas toujours. Mais rien ne traduisait ce présent sans issue et sans repos, comme l'ancienne phrase qui revient intégralement sur elle-même, étant construite lettre par lettre comme un labyrinthe dont on ne peut sortir, de sorte qu'elle accorde si parfaitement la forme et le contenu de la perdition. In girom imus nocte et consumimur igni. Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu. Une génération passe et une autre lui succède, mais la terre demeure toujours. Le soleil se lève et se couche, et il retourne d'où il était parti. Tous les fleuves entrent dans la mer, et la mer n'en regorge point. Les fleuves retournent au même lieu d'où ils étaient partis, pour couler encore. Toutes choses ont leur temps, et tout passe sous le ciel après le terme qui lui a été prescrit. Il y a tant de tuer et tant de guérir, tant d'abattre et tant de bâtir. Il y a tant de déchirer et tant de rejoindre, tant de se taire et tant de parler. Il vaut mieux voir ce que l'on désire que de souhaiter ce que l'on ignore, mais cela même est une vanité et une présomption d'esprit. Qu'est-il nécessaire à un homme de rechercher ce qui est au-dessus de lui, lui qui ignore ce qui lui est avantageux en sa vie, pendant les jours qu'il est étranger sur la terre et durant le temps qui passe comme l'ombre. Non, nous allons passer la rivière et nous reposer à l'ombre de ces arbres. C'est là que nous avons acquis cette dureté qui nous a accompagnés dans tous les jours de notre vie et qui a permis à plusieurs d'entre nous d'être en guerre avec la terre entière d'un cœur léger. Et quant à moi particulièrement, je suppose que c'est à partir des circonstances de ce moment que j'ai suivi tout naturellement l'enchaînement de tant de violences et de tant de ruptures où tant de gens furent traités si mal. Et toutes ces années passées en ayant toujours, pour ainsi dire, le couteau à la main. Peut-être aurions-nous pu être un peu moins dépourvus de pitié si nous avions trouvé quelque entreprise déjà formée qui nous eût paru mériter l'emploi de nos forces. Mais il n'y avait rien de tel. La seule cause que nous ayons soutenue, nous avons dû la définir et la mener nous-mêmes. Et il n'existait rien au-dessus de nous que nous ayons pu considérer comme estimable.
Pour quelqu'un qui pense et qui agit de la sorte, il est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt à écouter un instant de trop ceux qui trouvent quelque chose de bon ou seulement quelque chose à ménager dans les conditions existantes, ou ceux qui perdent le chemin qu'ils avaient paru vouloir suivre, ni même parfois ceux qui n'ont pas compris assez vite. D'autres, plus tard, se sont mis à préconiser la révolution de la vie quotidienne, de leurs voix timides ou de leurs plumes prostituées, mais d'assez loin, et avec la calme assurance de l'observation astronomique. Cependant, quand on a eu l'occasion de prendre part à une tentative de ce genre, et si l'on a échappé aux brillantes catastrophes qui l'environnent ou la suivent, on ne se trouve pas dans une position si facile. La chaleur et le froid de cette époque ne vous quitteront plus. Il faut découvrir comment il serait possible de vivre des lendemains qui soient dignes d'un si beau début. Cette première expérience de l'illégalité, on veut la continuer toujours. Voilà comment s'est embrasée peu à peu une nouvelle époque d'incendie, dont aucun de ceux qui vivent en ce moment ne verra la fin. L'obéissance est morte. Il est admirable de constater que les troubles qui sont venus d'un lieu infime et éphémère ont finalement ébranlé l'ordre du monde. On n'ébranlerait jamais rien par de tels procédés si l'on avait affaire à une société harmonieuse et qui saurait gérer sa puissance. Mais la nôtre, on le sait maintenant, était tout le contraire. Quant à moi, je n'ai jamais rien regretté de ce que j'ai fait, et j'avoue que je suis encore complètement incapable d'imaginer ce que j'aurais pu faire d'autre, étant ce que je suis. La première phase du conflit, en dépit de son âpreté, avait revêtu de notre côté tous les caractères d'une défensive statique. Étant surtout définie par sa localisation, une expérience spontanée ne s'était pas assez comprise en elle-même. Et elle avait aussi trop négligé les grandes possibilités de subversion présentes dans l'univers apparemment hostile qui l'entourait. Alors que l'on voyait notre défense submergée et déjà quelques courages faiblir, nous fûmes quelques-uns à penser qu'il faudrait sans doute continuer en nous plaçant dans la perspective de l'offensive. En somme, au lieu de se retrancher dans l'émouvante forteresse d'un instant, se donner de l'air, opérer une sortie, puis tenir la campagne, et s'employer tout simplement à détruire entièrement cet univers hostile, pour le reconstruire ultérieurement, si faire se pouvait, sur d'autres bases. Il y avait eu des précédents, mais ils étaient alors oubliés. Il nous fallait découvrir où allait le cours des choses et le démentir si complètement qu'il fut un jour, à l'inverse, contraint de se plier à nos goûts. Clausewitz remarque plaisamment « Quiconque a du génie est tenu d'en faire usage. Cela est tout à fait conforme à la règle. » Et Balthazar Gracian, il faut traverser la vaste carrière du temps pour arriver au centre de l'occasion. Mais puis-je oublier celui que je vois partout dans le plus grand moment de nos aventures, celui qui, en ces jours incertains, ouvrit une route nouvelle et y avança si vite, choisissant ceux qui viendraient.
car personne d'autre ne le valait cette année-là. On eût dit qu'en regardant seulement la ville et la vie, il les changeait. Il découvrit en un an des sujets de revendication pour un siècle. Les profondeurs et les mystères de l'espace urbain furent sa conquête. Les pouvoirs actuels, avec leurs pauvres informations falsifiées, qui les égarent eux-mêmes presque autant qu'elle étourdit leurs administrés, n'ont pas pu encore mesurer ce que leur a coûté le passage rapide de cet homme. Mais qu'importe, les naufrageurs n'écrivent leur nom que sur l'eau. La formule pour renverser le monde, nous ne l'avons pas cherchée dans les livres, mais en errant. C'était une dérive à grande journée, où rien ne ressemblait à la veille et qui ne s'arrêtait jamais. Surprenante rencontre, obstacle remarquable, grandiose trahison, enchantement périlleux. Rien ne manqua dans cette poursuite d'un autre Graal néfaste dont personne n'avait voulu. Et même, un jour malheureux, le plus beau joueur parmi nous se perdit dans les forêts de la folie. Il n'y a pas de folie plus grande que l'organisation présente de la vie. Avions-nous à la fin rencontré l'objet de notre quête? Il faut croire que nous l'avions au moins fugitivement aperçu. Parce qu'il est en tout cas flagrant qu'à partir de là, nous nous sommes trouvés en état de comprendre la vie fausse à la lumière de la vraie, et possesseurs d'un bien étrange pouvoir de séduction, car personne ne nous a depuis lors approchés sans vouloir nous suivre. Et donc nous avions remis la main sur le secret de diviser ce qui était uni. Ce que nous avions compris, nous ne sommes pas allés le dire à la télévision. Nous n'avons pas aspiré au subside de la recherche scientifique, ni aux éloges des intellectuels de journaux. Nous avons porté de l'huile là où était le feu. C'est ainsi que nous nous sommes engagés définitivement dans le parti du diable, c'est-à-dire de ce mal historique qui mène à leur destruction les conditions existantes, dans le mauvais côté qui fait l'histoire en ruinant toute satisfaction établie. Oh, quel beau feu! Oh, j'aime bien le feu. Lui aussi m'aime bien. Tenez, voyez comme les flammes sont prévenantes pour moi. Elle me lèche les doigts comme le ferait un jeune chien. C'est agréable. Pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté.
Du vrai que mon nom, mes titres ne vous diraient pas grand-chose. Je viens de si loin. Oublié dans son pays, inconnu ailleurs, tel est le destin du voyageur. Ceux qui n'ont pas encore commencé à vivre mais se réservent pour une meilleure époque, et qui ont donc une si grande peur de vieillir, n'attendent rien de moins qu'un paradis permanent. L'un le place dans une révolution totale, et l'autre, c'est parfois le même, dans un stade supérieur de son ascension de salarié. En somme, ils attendent que leur soit devenu accessible ce qu'ils ont contemplé dans l'imagerie inversée du spectacle, une unité heureuse éternellement présente. Mais ceux qui ont choisi de frapper avec le temps savent que leur arme est également leur maître et qu'ils ne peuvent s'en plaindre. Il est aussi le maître de ceux qui n'ont pas d'armes et maître plus dur. Quand on ne veut pas se ranger dans la clarté trompeuse du monde à l'envers, on passe en tout cas parmi ces croyants pour une légende controversée, un invisible et malveillant fantôme, un pervers prince des ténèbres. Beau titre après tout, le système des lumières présentes n'en décerne pas de si honorable. Mais aurais-je interrompu votre partie? Ça ne fait rien, je t'ai battu d'avance. Croyez-vous? Échec et mat. Vous avez gagné. C'est si simple, les échecs. Nous sommes donc devenus les émissaires du prince de la division, de celui à qui on a fait du tort, et nous avons entrepris de désespérer ceux qui se considéraient comme les humains. Les autres nous aiment, ils souffrent pour nous, nous les regardons, nous nous en allons. Joli voyage, le diable paye les frais. Tout au long des années qui suivirent, des gens de 20 pays se trouvèrent pour entrer dans cette obscure conspiration aux exigences illimitées. Combien de voyages hâtifs, combien de longues disputes, combien de rencontres clandestines dans tous les ports de l'Europe. Ainsi fut tracé le programme le mieux fait pour frapper d'une suspicion complète l'ensemble de la vie sociale. Classes et spécialisations, travail et divertissement, marchandises et urbanisme, idéologie et État. Nous avons démontré que tout était à jeter. Et un tel programme ne contenait nulle autre promesse que celle d'une autonomie sans frein et sans règles. Ces perspectives sont aujourd'hui entrées dans les mœurs, et partout l'on combat pour ou contre elles. Mais alors elles eussent certainement paru chimériques si la conduite du capitalisme moderne n'avait pas été plus chimérique encore. Il existait bien alors quelques individus pour demeurer d'accord avec plus ou moins de conséquences sur l'une ou l'autre de ces critiques. Mais pour les reconnaître toutes, il n'y avait personne, et d'autant moins pour savoir les formuler et les mettre à jour. C'est pourquoi aucune autre tentative révolutionnaire de cette période n'a eu la moindre influence sur la transformation du monde. Nos agitateurs ont fait passer partout des idées avec lesquelles une société de classe ne peut pas vivre.
Les intellectuels au service du système, d'ailleurs encore plus visiblement en déclin que lui, essaient aujourd'hui de manier ces poisons pour trouver des antidotes, et ils n'y réussiront pas. Ils avaient fait auparavant les plus grands efforts pour les ignorer, mais aussi vainement, tant est grande la force de la parole dite en son temps. Tandis que le continent était parcouru par nos menées séditieuses qui commençaient même à toucher les autres, Paris, où l'on pouvait si bien passer inaperçu, était encore au milieu de tous nos voyages, comme le plus fréquenté de nos rendez-vous. Mais ces paysages s'étaient altérés et tout finissait de se dégrader et de se défaire. Et pourtant, le soleil couchant de cette cité laissait par place quelques lueurs, quand nous regardions s'y écouler les derniers jours, nous retrouvant dans un décor qui allait être emporté et occupé de beautés qui ne reviendront pas. Il faudrait bientôt la quitter, cette ville qui pour nous fut si libre, mais qui va tomber entièrement aux mains de nos ennemis. Déjà s'y appliquent sans recours leur loi aveugle qui refait tout à leur ressemblance, c'est-à-dire sur le modèle d'une sorte de cimetière. Ô misère, ô douleur, Paris tremble. Il faudra la quitter, mais non sans avoir tenté une fois de s'en emparer à force ouverte. Il faudra enfin la quitter, après tant d'autres choses, pour suivre la voie que déterminent les nécessités de notre étrange guerre qui nous a menés si loin. Car notre intention n'avait été rien d'autre que de faire apparaître dans la pratique, entre ceux qui veulent encore de ce qui existe et ceux qui n'en voudront plus. Diverses époques ont eu ainsi leurs grands conflits, qu'elles n'ont pas choisis, mais où il faut choisir son camp. C'est l'entreprise d'une génération, par laquelle se fondent ou se défont les empires et leurs cultures. Il s'agit de prendre Troie ou bien de la défendre. Ils se ressemblent tous par quelques côtés, ces instants où vont se séparer ceux qui combattront dans des camps ennemis et ne se reverront plus. Que tout officier ou cadet qui s'estime honnêtement incapable de se plier au terme de ce serment aille maintenant s'aligner à droite du bataillon. Messieurs du Sud, sortez les rangs! Messieurs du Sud, à vos rangs! Académie militaire des États-Unis, à gauche, alignement. Avons-nous la permission de partir, mon colonel? Vous l'avez, capitaine. Pensez! Hop! Pour le défilé, jouez Dixie. À gauche! Go! En avant! Hop!
C'est un beau moment que celui où se met en mouvement un assaut contre l'ordre du monde. Dans son commencement presque imperceptible, on sait déjà que très bientôt, et quoi qu'il arrive, rien ne sera plus pareil à ce qui a été. C'est une charge qui part lentement, accélère sa course, passe le point après lequel il n'y aura plus de retraite, et va irrévocablement se heurter à ce qui paraissait inattaquable, qui était si solide et si défendu, mais pourtant destiné aussi à être ébranlé et mis en désordre. Voilà donc ce que nous avons fait lorsque, sortis de la nuit, nous avons, pour une fois de plus, déployé l'étendard de la bonne vieille cause et avancé sous le canon du temps. Tout au long de ce chemin, beaucoup sont morts ou sont restés captifs chez l'ennemi, et bien d'autres ont été démontés et blessés qui jamais plus ne reparaîtront dans de telles rencontres. Et même le courage a pu manquer à certains éléments qui se sont laissés glisser en arrière. Mais jamais, j'ose le dire, notre formation n'a dévié de sa ligne jusqu'à ce qu'elle ait débouché au cœur même de la destruction. Je n'ai jamais trop bien compris les reproches qui m'ont souvent été faits, selon lesquels j'aurais perdu cette belle troupe dans un assaut insensé ou par une sorte de complaisance néronienne. J'admets certes être celui qui a choisi le moment et la direction de l'attaque, et donc je prends assurément sur moi la responsabilité de tout ce qui est arrivé. Mais quoi ? Ne voulait-on pas combattre un ennemi qui lui-même agissait réellement? Et ne me suis-je pas tenu toujours à quelques pas en avant du premier rang? Les personnes qui n'agissent jamais veulent croire que l'on pourrait choisir en toute liberté l'excellence de ceux qui viendront figurer dans un combat. De même que le lieu et l'heure où l'on porterait un coup imparable et définitif. Mais non, avec ce que l'on a sous la main, et selon les quelques positions effectivement attaquables, on se jette sur l'une ou l'autre dès que l'on aperçoit un moment favorable. Sinon, on disparaît sans avoir rien fait. Le stratège Sun Tse a établi depuis longtemps que l'avantage et le danger sont tous deux inhérents à la manœuvre. Et Clausewitz reconnaît qu'à la guerre, on est toujours dans l'incertitude sur la situation réciproque des deux parties. On doit s'accoutumer à agir toujours d'après des vraisemblances générales, et c'est une illusion d'attendre un moment où l'on serait délivré de toute ignorance. Contrairement aux rêveries des spectateurs de l'histoire quand ils essaient de s'établir stratèges à Sirius, ce n'est pas la plus sublime des théories qui pourrait jamais garantir l'événement. Tout au contraire, c'est l'événement réalisé qui est le garant de la théorie. De sorte qu'il faut prendre des risques et payer au comptant pour voir la suite. D'autres spectateurs qui volent moins haut, n'ayant pas vu même de loin le début de cette attaque, mais seulement sa fin, ont pensé que c'était la même chose. Et ils ont trouvé qu'il y avait quelques défauts dans l'alignement de nos rangs et que les uniformes à ce moment ne paraissaient plus égalitairement impeccables. Je crois que c'est là un effet du tir que l'ennemi a concentré sur nous assez longuement. Vers la fin, il ne convient plus de juger la tenue, mais le résultat. Le principal résultat, à écouter ceux qui ont l'air de regretter que la bataille ait été livrée sans les attendre, on pourrait croire que c'est le fait qu'une avant-garde sacrifiée est complètement fondue dans ce choc. Je trouve qu'elle était faite pour cela. Les avant-gardes n'ont qu'un temps, et ce qui peut leur arriver de plus heureux, c'est, au plein sens du terme, d'avoir fait leur temps.
Après elles s'engagent des opérations sur un plus vaste théâtre. On n'en a que trop vu de ces troupes d'élite qui, après avoir accompli quelques vaillants exploits, sont encore là pour défiler avec leurs décorations, et puis se retournent contre la cause qu'elles avaient défendue. Il n'y a rien à craindre de semblable de celle dont l'attaque a été menée jusqu'au terme de la dissolution. Je me demande ce que certains avaient espéré de mieux. Le particulier s'use en combattant. Un projet historique ne peut certainement pas prétendre conserver une éternelle jeunesse à l'abri des coups. L'objection sentimentale est aussi vaine que les chicanes pseudo-stratégiques. Cependant, tes os se consumeront ensevelis dans les champs d'Ilion pour une entreprise inachevée. Frédéric II, le roi de Prusse, disait sur un champ de bataille à un jeune officier hésitant: « Chien, espériez-vous donc vivre toujours ?» Et Sarpédon dit à Glaucos au 12e chant de l'Iliade: « Amis, si, échappant à cette guerre, nous devions pour toujours être exempts de la vieillesse et de la mort, je resterai moi-même en arrière. Mais 1000 morts sont incessamment suspendus sur nos têtes. Il ne nous est accordé ni de les éviter, ni de les fuir. Marchons donc. » Quand retombe cette fumée, bien des choses apparaissent changées. Une époque a passé. Qu'on ne demande pas maintenant ce que valaient nos armes. Elles sont restées dans la gorge du système des mensonges dominants. Son air d'innocence ne reviendra plus. Après cette splendide dispersion, j'ai reconnu que je devais, par une soudaine marche dérobée, me mettre à l'abri d'une célébrité trop voyante. On sait que cette société signe une sorte de paix avec ses ennemis les plus déclarés quand elle leur fait une place dans son spectacle. Mais je suis justement dans ce temps le seul qui ait quelque célébrité, clandestine et mauvaise, et que l'on n'ait pas réussi à faire paraître sur cette scène du renoncement. Combien de mazout reste-t-il? Nous devrons rompre le combat dans 2 heures, amiral. Les difficultés ne s'arrêtent pas là. Je trouverais aussi vulgaire de devenir une autorité dans la contestation de la société que dans cette société même, ce qui n'est pas peu dire. J'ai donc dû refuser en diverses contrées de me mettre à la tête de toutes sortes de tentatives subversives, plus anti-hiérarchiques les unes que les autres, mais dont on m'offrait quand même le commandement. Comment le talent ne commanderait-il pas en ces matières quand il en a une telle expérience ? Mais je voulais montrer que l'on peut fort bien rester, après quelques succès historiques, aussi peu riche qu'on l'était avant en pouvoir et en prestige. Ce que j'en avais par moi-même à l'origine m'a toujours suffi. J'ai refusé aussi de polémiquer sur 1000 détails avec les nombreux interprètes et récupérateurs de ce qui a déjà été fait. Je n'avais pas à décerner des brevets de je ne sais quelle orthodoxie, ni à trancher entre diverses naïves ambitions qui s'écroulent aussi bien sans qu'on y touche. Ils ignoraient que le temps n'attend pas, que la bonne volonté ne suffit pas,
et qu'il n'y a pas de propriété à acquérir ni à maintenir sur un passé qui n'est plus corrigible. Le mouvement profond qui mènera nos luttes historiques jusqu'où elles peuvent aller demeure seul juge du passé quand il agit dans son temps. J'ai fait en sorte qu'aucune pseudo-suite ne vienne fausser le compte-rendu de nos opérations. Ceux qui, un jour, auront fait mieux, donneront librement leurs commentaires qui eux-mêmes ne passeront pas inaperçus. Je me suis donné les moyens d'intervenir de plus loin, sachant aussi que le plus grand nombre des observateurs, comme d'habitude, souhaitaient surtout que je me taise. Je suis exercé de longue date à mener une existence obscure et insaisissable. J'ai donc pu conduire plus avant mes expériences stratégiques si bien commencées. C'est là, selon le mot d'un homme qui n'était pas dépourvu de capacité, une étude où personne ne peut jamais devenir docteur. Le résultat de ces recherches, et voilà la seule bonne nouvelle de ma présente communication, je ne le livrerai pas sous la forme cinématographique. Mais bien entendu, toutes les idées sont vides quand la grandeur ne peut plus être rencontrée dans l'existence de chaque jour. Ainsi, l'œuvre complète des penseurs d'élevage que l'on commercialise à cette heure de la marchandise décomposée n'arrive pas à cacher le goût de l'aliment qui les a nourris. J'ai donc habité pendant ces années un pays où j'étais peu connu. La disposition de l'espace d'une des meilleures villes qui furent jamais, et les personnes et l'emploi que nous avons fait du temps, tout cela composait un ensemble qui ressemblait beaucoup au plus heureux désordre de ma jeunesse. Je n'ai nulle part recherché de société paisible, et c'est tant mieux, car je n'en ai pas vu une seule. Je suis fort calomnié en Italie, où l'on s'est plu à me faire une réputation de terroriste. Mais je suis très indifférent aux accusations les plus variées, parce que mon sort a été d'en faire lever partout sur mon passage, et parce que j'en connais bien la raison. Je n'accorde d'importance qu'à ce qui m'a séduit dans ce pays et qui n'aurait pu être trouvé ailleurs. Je revois celle qui était là comme une étrangère dans sa ville. Chacune est citoyenne d'une véritable cité, mais tu veux dire celle qui a vécu son exil en Italie. Je revois les rives de l'Arno pleines d'adieux. Et moi aussi, après bien d'autres, j'ai été banni de Florence. De toute façon, on traverse une époque comme on passe la pointe de la dogana, c'est-à-dire plutôt vite. Tout d'abord, on ne la regarde pas tandis qu'elle vient. Et puis on la découvre en arrivant à sa hauteur, et l'on doit convenir qu'elle a été bâtie ainsi et pas autrement. Mais déjà nous doublons ce cap, et nous le laissons après nous, et nous nous avançons dans des eaux inconnues. Quand nous étions jeunes, nous avons quelque temps fréquenté un maître. Quelque temps nous fûmes heureux de nos progrès.
Vois le fond de tout cela, que nous arriva-t-il? Nous étions venus comme de l'eau, nous sommes partis comme le vent. Dites-moi plutôt ce que vous êtes devenu. Je suis devenu célèbre. Oui, j'ai réussi quelques méfaits assez retentissants et le nom de Lassner a défrayé plus d'une fois la chronique judiciaire. Mais c'est la gloire, Pierre-François. Oui, ça commence. Mais à la réflexion, j'aurais tout de même préféré une éclatante réussite littéraire. En une vingtaine d'années, on a le temps d'habiter vraiment qu'un petit nombre de maisons. Celles-ci ont toujours été pauvres, je le note, mais bien situées tout de même. Ce qui valait de l'être y a toujours été reçu et le reste rejeté à la porte. La liberté n'avait pas alors beaucoup d'autres demeures. Où sont les gracieux galants que je suivais au temps jadis? Ceux-là sont morts. Un autre a vécu encore plus vite, jusqu'à ce que se referment les grilles de la démence. Les plaisirs de l'amour, les lumières de la vie. Tristes enfants perdus, nous errons dans la nuit. Le diable nous emporte sournoisement avec lui. Le diable nous emporte loin de nos belles amies. Notre jeunesse est morte, nos amours aussi. La sensation de l'écoulement du temps a toujours été pour moi très vive, et j'ai été attiré par elle, comme d'autres sont attirés par le vide ou par l'eau. En ce sens, j'ai aimé mon époque, qui aura vu se perdre toute sécurité existante et s'écouler toute chose de ce qui était socialement ordonné. Voilà des plaisirs que la pratique du plus grand art ne m'aurait pas donnés. Quant à ce que nous avons fait, comment pourrait-on en évaluer le résultat présent? Nous traversons maintenant ce paysage dévasté par la guerre qu'une société livre contre elle-même, contre ses propres possibilités. L'enlaidissement de tout était sans doute le prix inévitable du conflit. C'est parce que l'ennemi a poussé si loin ses erreurs que nous avons commencé à gagner. La cause la plus vraie de la guerre, dont on a donné tant d'explications fallacieuses, c'est qu'elle devait forcément venir comme un affrontement sur le changement. Il ne lui restait plus rien des caractères d'une lutte entre la conservation et le changement. Nous étions nous-mêmes plus que personne les gens du changement dans un temps changeant. Les propriétaires de la société étaient obligés, pour se maintenir, de vouloir un changement qui était l'inverse du nôtre. Nous voulions tout reconstruire, et eux aussi, mais dans des directions diamétralement opposées. Ce qu'ils ont fait montre suffisamment en négatif notre projet. Leurs immenses travaux ne les ont donc menés que là, à cette corruption. La haine de la dialectique a conduit leurs pas jusqu'à cette fosse à purin. Nous devions faire disparaître, et nous avions pour cela de bonnes armes, toute illusion de dialogue entre ces perspectives antagonistes. Et puis les faits donneraient leur verdict. Ils l'ont donné.
Elle est devenue ingouvernable, cette terre gâtée où les nouvelles souffrances se déguisent sous le nom des anciens plaisirs, et où les gens ont si peur. Ils tournent en rond dans la nuit et ils sont consumés par le feu. Ils se réveillent effarés et ils cherchent en tâtonnant la vie. Le bruit court que ceux qui l'expropriaient l'ont pour comble égaré. Voilà donc une civilisation qui brûle, chavire et s'enfonce tout entière. Ah, le beau torpillage! Et moi, que suis-je devenu au milieu de ce désastreux naufrage que je trouve nécessaire, auquel on peut même dire que j'ai travaillé, puisqu'il est assurément vrai que je me suis abstenu de travailler à quoi que ce soit d'autre. Ce qu'un poète de l'époque Tang a écrit en se séparant d'un voyageur, pourrais-je l'appliquer à cette heure de mon histoire. Je descendis de cheval, je lui offris le vin de l'adieu, et je lui demandai quel était le but de son voyage. Il me répondit, « Je n'ai pas réussi dans les affaires du monde. Je m'en retourne au mont Nanshan pour y chercher le repos. » Mais non, je vois très distinctement qu'il n'y a pas pour moi de repos. Et d'abord parce que personne ne me fait la grâce de penser que je n'ai pas réussi dans les affaires du monde. Mais, fort heureusement, personne ne pourra dire non plus que j'y ai réussi. Il faut donc admettre qu'il n'y avait pas de succès ou d'échec pour Guy Debord et ses prétentions démesurées. C'était déjà l'aube de cette fatigante journée que nous voyons finir quand le jeune Marx écrivait à Rouget « Vous ne me direz pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me remplit d'espoir. » L'appareillage d'une époque pour la froide histoire n'a rien apaisé, je dois le dire, de ces passions dont j'ai donné de si beaux et si tristes exemples. Comme le montrent encore ces dernières réflexions sur la violence, il n'y aura pour moi ni retour ni réconciliation. La sagesse ne viendra jamais.